Aujourd'hui, notre invité, et on l'invite tout de suite à venir à notre table. Attention à la marche. Bonjour à vous, Emmanuel Kiva, directeur général pour l'armement. Asseyez-vous, prenez le temps. Et nous sommes ravis de vous recevoir avec une actualité très riche et une publication, Paul. Tout à fait, on est vraiment très heureux de vous accueillir. On vous a rencontré, vous étiez directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Vous publiez aujourd'hui ce livre, Red Team, ces guerres qui nous attendent 2030-2060, saison 2. On s'est rencontré l'année dernière pour la saison 1. C'est absolument passionnant. Parce que comme on va parler, ça va limite être de la science-fiction dans la vraie vie, je vais juste vous présenter en 2 mots. Vous êtes habilité secret défense et vous avez été nommé directeur général pour l'armement, ce qui est un très gros poste au ministère. Alors pour être précis, c'est délégué général pour l'armement. Oui. Il y a une petite subtilité, c'est-à-dire la direction de toute la DGA. Et la DGA, c'est effectivement plus de 10 000 personnes, 16 milliards d'euros investis dans des programmes d'armement chaque année. Donc vous êtes habilité secret défense. Plus que ça. C'est quoi plus que ça? Justement, vous savez qu'on a des subtilités, on a des habilitations qui sont elles-mêmes secrètes dans leur nomenclature. Comme on dit dans les séries d'espionnage. Vous êtes quelque chose dont vous ne pouvez pas parler. Exactement. Mais comme on dit dans les séries ça marche bien. Comme on dit dans les séries d'espionnage, vous pouvez en connaître. Absolument. Et nous, on ne peut pas en connaître. C'est ça. C'est quoi votre Red Team? Racontez-nous, c'est quoi? Alors d'abord, c'est une expérimentation. C'est une expérimentation que nous avions conçue dans le cadre de l'Agence de l'innovation de défense, en se disant finalement, on sait bien se projeter à 5-10 ans, c'est déjà un petit peu compliqué, mais c'est quoi les menaces qui peuvent surgir à l'horizon 2050-2060. Et finalement, on n'est pas si bien outillés que ça, nous, ingénieurs, militaires, scientifiques, pour pouvoir y répondre, parce qu'on est inféodés à notre manière de penser. Je donne un exemple qui est certes très caricatural. Si je vous dis c'est quoi le char du futur, vous allez me dire c'est peut-être un char avec une arme laser qui va marcher à l'hydrogène, avec une cape d'invisibilité. Bon, mais c'est un char. Ouais. Et donc ça ne nous intéresse pas parce qu'il faut penser hors du cadre. Il se trouve qu'il y a des gens qui savent le faire, ce sont les auteurs, dessinateurs et scénaristes de science-fiction. Et donc c'est une expérimentation, la Red Team. Alors je pourrais vous expliquer pourquoi on appelle ça Red Team, parce que c'est un terme consacré, finalement, dans le domaine du cyber. Dans les années 50, pendant la guerre froide, Pacte de Varsovie essayait de définir des scénarios contre nous. Le Pentagone s'est doté d'une cellule permettant de penser comme le Pacte de Varsovie, dont l'emblème était une étoile rouge. Et donc vous avez repris... D'où la Red Team, qui est un terme qui est très utilisé dans le domaine de la cyber et qu'on a repris dans le cadre de cette expérimentation, puisque nos auteurs sont là pour nous aider à penser des menaces dans le futur auxquelles on ne pourrait pas penser. Pardon, mais qu'est-ce qu'ils ont comme qualité particulière? Dessinateurs, romanciers, scénaristes. Sortir du cadre, justement. Penser contre nous. Vous savez que la science-fiction, c'est la seule branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas tellement d'imaginer le matériel du futur, mais eux savent imaginer la société du futur. Et ça nous intéresse beaucoup. On les voit. Voici votre Red Team. On est sur des dessinateurs, des romanciers, des scénaristes. Ils sont un petit peu retravaillés, puisqu'il y en a certains qui n'ont pas souhaité apparaître directement. Et puis on voulait donner quelques artefacts pour cette Red Team. Mais vous avez des figures de la science-fiction de premier rang. Laurent Genefort, par exemple, Françoise Cutten, qui sont des dessinateurs, des auteurs très reconnus dans leur domaine et qui donnent de leur temps pour justement nous aider à penser le futur. Avant de plonger dans vos 2 scénarios, ou scénarios, je ne sais jamais comment on dit, vous êtes un normalien qui fait de la science-fiction, mais est-ce que vous auriez pu imaginer, par exemple, un scénario aussi fou que ce qu'on vit depuis 1 an avec cette guerre en Ukraine? Finalement, le scénario qu'on vit, j'ai pas eu besoin de l'imaginer, puisqu'il était déjà imaginé par l'état-major des armées. Et il se trouve que les scénarios qu'on avait ne nous ont pas complètement surpris. Vous êtes dépassé par le réel, quand même? On est dépassé par la soudaineté du réel. Voilà. Je pense que les modalités de cette guerre, finalement, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est un petit peu Verdun. Néanmoins, le retour d'expérience qu'on en a, vous voulez dire, par rapport aux tranchées, par rapport au combat, finalement assez classique, dans l'artillerie, dans l'infanterie, mais on voit des drones, on voit des armes hypervéloces, on voit de nouveaux espaces de conflictualité. Hypervéloce, ça veut dire qu'avant très vite. Alors hypervéloce, c'est hypersonique manœuvrant. Ça va 6 fois la vitesse du son. 6 fois la vitesse du son, en étant capable de manœuvrer. On plonge ensemble. Ça, c'est des missiles? Ça, c'est des missiles. Mais on voit très peu d'avions, en revanche. On en voit beaucoup moins, oui. Alors qu'à une époque, on aurait pu croire que l'aviation allait saturer le champ de bataille et que c'était la clé pour gagner. C'est vrai. Il y a eu quand même des duels aériens, il y a eu un certain nombre de choses. Je ne vais pas refaire le retour d'expérience de la guerre en Ukraine. Néanmoins, on voit beaucoup les drones.
Ça, c'est une nouveauté. Oui. Et puis, je vous parlais de nouveaux champs de conflictualité, les champs cyber et informationnels, qui sont aujourd'hui extrêmement utilisés et indissociables finalement de l'action classique. Mais les drones, vous aviez anticipé dans vos scénarios ? Ah, les drones, oui, on a Parce anticipé que dans les pourquoi scénarios. l'armée française n'en avait pas Alors l'armée française en a, je vous rassure, et le président de la République, dans la loi de programmation militaire, a annoncé une accélération. 413 milliards, la loi de 413 milliards, donc 118 milliards supplémentaires par rapport à la loi de programmation précédente. Et tout ceci s'articule finalement très bien avec cette expérimentation. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, disait dans une récente interview, « Donne-moi tes menaces, je te dirai ton armée ». C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Allons-y, on plonge ensemble là-dedans. Saison 2, ces guerres qui nous attendent aux éditions de l'Équateur. C'est un bouquin, c'est aussi une bande-annonce qui fait peur comme au cinéma. Une guerre écosystémique avec des biohackers qui utilisent des DNA printers et des facides nécrosantes et des mouches hématophages après la nuit carbonique. Hématophage. Hématophages, est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Est-ce que vous pouvez nous sous-titrer, s'il vous plaît? Alors tout va bien, ça dépend. Hein. Si on se met dans le scénario, ça va pas si bien que ça. Mais effectivement, à chaque saison, puisque c'est la 3e saison finalement de cette expérimentation, nous avons 2 scénarios qui sortent. Il y en a un premier qui s'appelle une guerre écosystémique. Alors c'est quoi l'idée? C'est effectivement que dans le futur, on imagine que pour empêcher nos adversaires de s'emparer d'une zone, on va modifier l'écosystème et on va essayer de le manipuler. Par exemple, de dire que La nature. La nature. Vous hackez la nature. Ça, On hack la nature. C'est quoi? C'est inoculer des virus? C'est créer de nouveaux pathogènes, c'est le Covid empire. bricoler le vivant, c'est utiliser par exemple des insectes tueurs, le mycélium. Qui tapissent nos forêts comme outil de communication et de détection. Puisque La mousse. Les champignons, en fait. Ouais. Le réseau de ce qu'on appelle le Wood Wide Web, c'est-à-dire le réseau finalement de mycélium qui est en dessous des arbres et qu'on pourrait utiliser éventuellement, c'est de la science-fiction. On ne sait pas le faire, ça encore. On ne sait pas le faire, bien sûr, lorsqu'il est modifié par la présence, par exemple, de troupes ennemies. Alors ça, c'est écosystémique. Et le deuxième? Alors attendez, parce que c'est pas fini, parce que bien évidemment, la guerre écosystémique, ça marche pas forcément très bien. Et avec la démocratisation de la manipulation du vivant, comme par exemple les imprimantes à ADN, on imagine qu'à un moment, l'écosystème, il échappe à tout contrôle. Sympa. Et qu'on a effectivement des choses extrêmement sympathiques. Vous verrez qu'il y a des chapitres qui s'appellent par exemple la Saint-Nicolas de l'horreur. Oui, j'ai Voilà. lu. Et tout ceci est travaillé avec des scientifiques, puisque nous avons un partenaire qui est l'opérateur de la Red Team, qui est l'université PSL. Oui, Donc vous vous n'êtes pas bossez- complètement hors sol. Justement, vous n'êtes pas hors sol puisqu'il y a la Red Team, donc qui veut empêcher l'armée de dormir, et puis après il y a la Blue Team, c'est ça? Complètement. Ça, vous pouvez nous raconter ce que c'est? La Blue Team, ce sont des gens de chez nous, qui sont soit de l'état-major Chez des nous, c'est armées. l'armée, hein. C'est la Alors, défense. État-major de l'armée, Ouais. des armées, pardon, DGA, et la DGRIS, qui est la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Vous savez qu'on aime Des bien les espions, quoi. acronymes. Non, c'est la géopolitique, c'est la prospective en géopolitique. Ok. Voilà. Et donc on a mis ces 3 organismes ensemble pour essayer de trouver des ripostes par rapport à la Red Team. Et si nos scénarios peuvent être dans une certaine mesure publics, eh bien effectivement, la réponse de la Red Team, elle est classifiée. D'accord. La Blue Team. Donc vous étiez sur votre premier, La Blue Team, pardon. votre premier scénario. Quel est le deuxième? Deuxième, ça s'appelle Après la nuit carbonique, où on imagine qu'après une période de méga-feux qui vont assombrir le monde pendant quelques mois, eh bien finalement, la question de l'énergie va devenir centrale et la défense ne va pas y couper. C'est-à-dire que l'on va nous imposer un nombre maximum de joules, donc une quantité d'énergie utilisable en fonction de la nature des opérations. Rationnement. Un rationnement énergétique. Et ça m'a beaucoup intrigué. Au tout début de votre livre, il y a marqué « Pour des raisons de confidentialité, il n'est présenté dans ces pages qu'une partie des travaux et textes réalisés qui ne peuvent être communiqués dans leur intégralité. Absolument. » Qu'est-ce que vous ne pouvez pas nous dire? Ah bah, déjà, je ne vais pas vous le dire, mais c'est bien tenté. Merci. Deuxième essai. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une partie vraiment qui est tellement secret défense que vous ne la publiez pas. De base, les scénarios sont classifiés. C'est le ministre des Armées qui décide, le cas échéant, de déclassifier. Il se trouve qu'on fait tout pour que ça soit possible.
Par contre, ce que l'on ne veut pas, c'est inspirer nos adversaires ou divulguer des vulnérabilités, ou bien même faire en sorte que les menaces qu'on a imaginées, d'autres ne s'en emparent. Le président de la République y a accès, vous lui en parlez Absolument. Le président de la République, d'ailleurs, a mentionné un certain nombre de fois dans vous ses a rendu discours hommage 2 fois. l'arrêt de team. Je pense que... Et lui, il a tous les scénarios, même ceux qui sont classifiés. On espère pour lui. Ouais. Bien évidemment. J'espère bien, oui. Bien évidemment. Et puis en fait, il y a 3 scénarios. Il y en a un qui n'est jamais déclassifié. Dommage. Et c'est dommage. Même pour le temps de l'info. Même pour le temps d'info. Oh, Oui, clair. c'est vrai. Je suis Clair. J'imagine que vous connaissez l'horloge de l'Apocalypse. Absolument. Elle est réglée à nouveau aujourd'hui. Elle symbolise, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'imminence des dangers pour la planète. Quels sont-ils, selon vous, les Juste, plus gros dites-nous, l'horloge de l'Apocalypse, qui C'est une la horloge. contrôle? C'est quoi? Ce sont des scientifiques américains. Et donc, tous les ans, ils remettent à zéro l'horloge de l'Apocalypse pour dire on est à moins 100 secondes de l'Apocalypse. Et on en est où? Cataclysme planétaire. On n'en est pas très En loin, 2022, on n'a mais jamais été très aussi loin. proche. C'est l'arrêt de team. Regardez là, Moi, j'étais très étonnée par cette information. Je ne connaissais pas l'horloge de l'Apocalypse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Ouais. Ah oui, non, effectivement. Alors, c'est pas ma spécialité, mais effectivement, l'horloge de l'Apocalypse, c'est une manière de faire comprendre que les menaces vont s'accroître. Et par On voit les exemple, images, aujourd'hui, vous avez un discours sur le nucléaire qui, sans doute, a eu un petit impact sur cette horloge de l'Apocalypse. Concernant nos auteurs, en tout cas, je peux vous dire que l'horloge de l'Apocalypse, elle a déjà sonné, hein, si vous lisez les scénarios. Enfin, Mais ce- elle va sonner. Dans On ce est livre, encore là. Mais par Oui, rapport dans à ce livre-là, on va tous on est mourir. moyennement là. Par rapport Ouais. à vos scénarios de science-fiction, quels sont ceux réels qui vous paraissent les Je plus vous donne un inquiétants? exemple dans la première saison de l'Arrêt de Team, nous avions un scénario qui s'appelait Chronique d'une mort culturelle annoncée. Parce qu'on essayait toujours quand même de faire comprendre de quoi il s'agit. Et il s'agissait d'imaginer une société dans laquelle les gens ne voyaient leur réalité que par le prisme de leurs intérêts. C'était avant le métaverse. Donc nos auteurs ont imaginé le métaverse un peu avant. Un exemple très caricatural, vous sortez dans la rue, eh bien si vous êtes vegan, vous ne verrez pas de boucherie. Intéressant. Maintenant, si vous mettez ça vous situez dans un temps de crise, avec des inondations, avec un attentat bioterroriste dans une capitale étrangère, et la nécessité d'évacuer nos ressortissants et de les exfiltrer, la parole de l'État n'est plus audible, puisque chacun voit sa propre Oui, réalité. c'est effrayant. Eh C'est ben, des bulles cognitives dans la vraie vie. effrayant. Absolument. Et regardez ce qui se passe. Vous étiez en train de discuter avant des réseaux sociaux. Ouais. On discute du métaverse. Ouais. C'est quand même une difficulté que de se situer dans un espace de guerre cognitive permanente. C'est passionnant. J'aimerais qu'on utilise les secondes qui nous restent pour revenir à l'Ukraine. Vous êtes délégué général pour l'armement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on entend sur les chars? Dimanche sur LCI, la ministre des Affaires étrangères allemande a indiqué que les Allemands ne s'opposaient pas à l'envoi des chars Léopard. Nous, on a nos chars Leclerc. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas opposé, qu'il n'était exclu. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, même si vous n'avez pas le droit de tout nous dire? C'est pas que j'ai pas le droit, c'est que c'est surtout ce débat ne m'appartient pas. La DGA, elle est là pour équiper les forces, équiper les armées et préparer le futur. Aujourd'hui, cette décision sur les chars, elle appartient d'abord au pouvoir politique et elle appartient à l'état-major des armées. Et donc moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, si ce n'est que nous sommes extrêmement vigilants à ce que... Vous nous faites de la langue de bois, mais vous êtes un peu française- obligé de nous faire de la langue de bois, quoi. Ah, c'est pas de la langue de bois. Vous pouvez pas trop nous répondre. Je ne peux pas vous répondre et je ne suis pas légitime pour le faire surtout. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que la France a aujourd'hui un projet dans sa loi de programmation unitaire qui donne une visibilité, et d'ailleurs une visibilité à nos industriels comme ils n'en ont jamais eu. Et que donc 413 cet effort- milliards. 413 milliards. Mais quelle industrie en France a une visibilité sur 5 ans? Sur les chars, vous pouvez pas répondre. 30 secondes, c'est quoi le canon électromagnétique? Vous avez été auditionné par l'Assemblée nationale. C'est l'avenir, le canon électromagnétique de... C'est une des pistes que l'on regarde. C'est une arme qui consiste à, en gros, vous avez un projectile entre 2 rails, vous faites une différence de potentiel entre les 2 rails. Par électromagnétisme, ça propulse, et ça propulse à des vitesses incroyables. Combien de fois Donc, vitesse du son? alors c'est 100 000 G, l'accélération. Et vous allez pouvoir, Dans un normalement... avion de chasse, c'est 15, c'est ça? Alors un avion de chasse, pour un pilote, c'est 9, sinon il va avoir des problèmes. Un Rafale, c'est 9. Donc là, c'est 100 000. 100 000, et donc vous allez pouvoir tirer à 700 km. Et on sait faire, nous, les Français, ça ou pas encore? Oui, alors vous avez notamment à l'Institut Saint-Louis, qui est un institut de recherche franco-allemand, sous la tutelle de la DGA d'ailleurs, un prototype de canon électromagnétique et des pistes pour pouvoir les embarquer sur plateforme navale Merci. ou sur plateforme C'était terrestre. fascinant. Merci Emmanuel Merci infiniment. Kiva. Je vous en prie. Passionnant, hein. À tous égards. Merci d'avoir été avec Vous nous, reviendrez. délégué général pour l'armement. Bonne journée à vous, Monsieur Kiva. Merci beaucoup. Dans un instant.